Toran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Continuum, l'émission d'Agora News Sécurité. Cette émission est parrainée par Toran France. Pour cette troisième édition, on a souhaité recevoir un invité de marque, un invité exceptionnel, Thibaut de Montbrial. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 51 ans, vous êtes un ancien parachutiste d'infanterie de marine, vous êtes avocat pénaliste depuis 25 ans et vous dirigez le cabinet Montbrial Avocat que vous avez créé en 1998. Vous faites du droit pénal des affaires, du droit de la presse, mais vous accompagnez aussi avec votre équipe de nombreuses victimes de crimes, notamment des victimes de terrorisme. Vous êtes surtout connu pour être aujourd'hui un des principaux avocats des forces de l'ordre. Est-ce que, 25 ans après avoir été prêté serment, vous rêviez de cette carrière quand vous étiez gamin ? Quand j'étais gamin, après un petit passage dans l'armée qui a été extrêmement intéressant et formateur, j'ai hésité entre rentrer dans l'administration régalienne, parce que le service du drapeau m'a toujours tenté, et la conciliation entre cette appétence et une espèce d'indépendance viscérale que j'ai au fond de moi, mais l'envie de travailler pour les causes qui me plaisent. Et donc, j'ai considéré que finalement, le fait d'être avocat et donc d'avoir un métier libéral, indépendant, dans le cadre duquel je pourrais porter mes convictions et aider les gens qui me sont chers, était la meilleure solution. C'est ce qui s'est passé. Et si je regarde, si je fais un pas de côté et que je regarde, je suis extrêmement... je me trouve bien à ma place. Et j'y suis heureux. Quant à savoir si je le fais bien, tout ça, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, je suis épanoui, je suis à ma place et j'y suis d'autant plus que nous traversons des temps qui sont compliqués. Je pense qu'ils vont l'être plus encore. Et c'est, voilà, 51 ans, c'est l'âge où vous avez encore à la fois une vraie capacité d'action et une maturité et un petit peu de recul. C'est tout, de mon point de vue, tout est parfait. Et donc c'est un peu naturellement que vous êtes devenu un peu l'avocat des forces de l'ordre, quoi. Oui, alors j'ai grandi avec ma clientèle. Quand je suis arrivé au barreau, après mon petit séjour dans les parages, j'avais plein de copains qui sont devenus policiers, qui passaient des concours, que ce soit de gardien, d'officier ou de commissaire. Du coup, après, vous savez comment ça se passe. On est avec les jeunes, on rencontre des moins jeunes, etc. Puis on grandit. Et donc tout ça s'est fait naturellement, avec une clientèle d'affaires d'un autre côté. Et ces deux pôles qui constituent aujourd'hui les deux grands axes de travail du cabinet. Vous parliez de temps difficiles à venir. En 2015, vous sortez un bouquin qui s'appelle Le sursaut ou le chaos chez Plomb. En juin 2015, on est en 2020. On en est où du chaos ? Alors c'est intéressant parce que j'ai écrit, ce bouquin c'était un cri du cœur que j'ai écrit juste après Charlie et l'hypercachère. J'étais depuis 2 ou 3 ans extrêmement inquiet face à la montée de l'islamisme en France, de l'islamisme politique, mais aussi le terrorisme avec les gens qui partaient en Syrie, etc. À l'époque c'était nouveau. J'avais bien compris que ça allait aboutir à des scènes terribles sur notre territoire, ce qui malheureusement n'a pas manqué d'arriver. Et quand j'ai écrit le livre, je craignais beaucoup que ce chaos-là, le chaos du djihadisme en France, fasse des ravages, pour être franc avec vous, plus grands que ceux que finalement nous avons subis, parce que à ma grande surprise et plutôt bonne surprise, je trouve que l'appareil d'État s'est plutôt adapté avec plus de souplesse et de rapidité que ce à quoi nous sommes habitués. Et ce bouquin il a été écrit quelques mois avant le 13 novembre. Oui, et puis mais avant Nice et les autres attentats. Vous avez raison de le rappeler, mais sur une perspective plus longue, puisque vous m'interrogez vu de la vigie de 2020, on aurait eu cette discussion en juin 2015 quand mon livre est sorti. Je pensais qu'on allait avoir des scènes de quasi-guerre civile dans les 2 ou 3 ans qui suivent. Je craignais que les attaques islamistes créent des répliques de milices, etc. Ça n'a pas été le cas. Et donc, on pourrait considérer que de ce côté-là, il n'y a pas eu le chaos que je craignais. Mais par contre, il y a une autre forme de chaos qui est en train d'apparaître. D'abord, le danger islamiste, y compris terroriste, n'a pas du tout disparu. On en reparlera si vous voulez. Mais surtout, la société française, qui est extrêmement fracturée, a continué à se désagréger avec d'autres groupes, d'autres formations. Il y a les Gilets jaunes, il y a l'extrême gauche qui revient en force, il y a des petits groupuscules d'extrême droite, ce qui veut pas dire, ils ne sont pas très nombreux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. Il y a les spécistes, etc. Et on a une société qui est tendue comme jamais, enfin comme jamais en tout cas à l'échelle de nos vies, et du coup qui me fait craindre un chaos, mais qui n'est pas forcément celui auquel je pensais dans mon livre.
Oui, à la fois l'inquiétude, j'allais dire, par rapport à la radicalisation islamiste, aux attentats islamistes, et puis effectivement la tension qui existe dans la société, tension vis-à-vis de la police, tension vis-à-vis des pouvoirs politiques, la défiance vis-à-vis des pouvoirs politiques. Vous l'analysez comment, ça ? Je pense que ça fait des décennies qu'on a une classe politique, je parle des politiques professionnels, des gens qui ont fait carrière politique, qui finalement a eu une forme de lâcheté. Alors c'est pas une lâcheté forcément consciente, c'est pas des gens qui se sont dit bon bah on laisse filer, etc. Mais c'est des gens qui n'ont pas su comprendre où certains renoncements initiaux risquaient de nous mener, et une fois qu'ils y ont été confrontés, ils n'ont pas su prendre les décisions peut-être un peu fortes qu'il aurait fallu prendre à certains moments. Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce que c'est ça qui a mis en place, qui a laissé... Quand on laisse une porte ouverte, c'est normal que les gens qui ont envie de rentrer s'y engouffrent. Et tous les communautarismes, les séparatismes, mais pas forcément religieux ou ethniques, mais aussi politiques, se sont engouffrés. Tous ceux qui voulaient contester la République, et je pense en particulier à l'extrême gauche, y compris politique, ont pris une place dans le débat, parfois à haut niveau, avec des députés qui ont été élus en 2017, notamment je pense à certains de la France Insoumise, qui tiennent publiquement des propos objectivement anti-républicains, ce qui est très perturbant et ce qui évidemment ne peut qu'encourager ceux qui ne sont pas politiques mais qui sont déjà dans la logique d'action anti-républicaine. Bref, on a laissé filer un petit peu l'autorité dans ce pays depuis une quarantaine d'années, et je crains qu'aujourd'hui l'addition arrive. Et j'ajoute un dernier point, parce qu'on a parlé on a fait un inventaire à l'après-vert un peu dramatique de tout ce qui crée ces foyers de tension, mais il y en a un qui est transversal, c'est une augmentation extrêmement spectaculaire de la délinquance violente. Il y a un terme qui est devenu un terme politique qui jusqu'il y a 2 ans encore était un terme utilisé que dans des milieux extrêmement particuliers de la sécurité, qui est celui d'ensauvagement. On a un réel ensauvagement de notre société. Si vous regardez notamment dans la presse quotidienne régionale, tous les jours vous avez des faits divers absolument épouvantables. Il y en a toujours eu, mais là c'est l'effet masse et les violences gratuites, et ça c'est aussi extrêmement préoccupant parce que ça montre qu'une à une les digues sont en train de céder. Il y a quelques années, vous créez le Centre de réflexion de la sécurité intérieure, le CRSI, qui a pour but de réfléchir un peu aux enjeux de la sécurité, comme son nom l'indique. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle du CRSI, ce que vous faites, à quoi ça sert ? J'avais, à partir du début des années 2010, donc j'étais à partir de mon métier d'avocat, mais en plus et à côté de mon métier d'avocat, je me suis de plus en plus intéressé à la façon dont s'organisait la sécurité en France, toutes les problématiques que vous connaissez aussi bien que moi. Et au début, j'ai commencé à m'exprimer publiquement là-dessus à partir de mon rôle d'avocat. Mais vous savez, il y a un moment où ça brouille un peu l'image, on se dit oui, mais alors là, il est l'avocat de qui ? Ah, il est l'avocat de personne, donc les gens ne comprennent pas très bien. Donc la logique, c'était de créer une association, un petit think tank qui a démarré en janvier 2015. Hein, tout ça, vraiment, l'effet catalyseur de tout ça, le livre, le think tank, tout ça, c'est évidemment la bascule islamiste. Et à partir de là, au début, j'étais un peu seul, mais au bout de 2 ans, j'ai commencé à le structurer. J'ai des gens qui m'ont fait l'amitié d'être au comité d'honneur, mais le comité d'honneur, il y a des noms prestigieux, comme le juge Marc Trévidic, qui est un grand connaisseur, s'il en est, de la question du terrorisme islamiste. Il y a Alain Juillet, l'ancien directeur du renseignement de la DGSE, d'autres aussi. Mais surtout, j'ai développé un comité stratégique avec le préfet Alain Lambert, la magistrate Béatrice Brugère, Gilles Sacaz, qui est un ancien membre de la DGSE, et d'autres. J'ai un secrétaire général, Guillaume Lefebvre, l'ancien directeur de la sécurité de Securitas. Donc, et on réfléchit, alors vous voyez, ce sont des profils très différents, et on essaye de contribuer au débat sur la sécurité en France, globalement de 2 façons. D'une part, avec une communication publique, une lettre d'information, du conseil aux politiques, du conseil aux chefs d'entreprise, le cas échéant, etc. Et puis par ailleurs, on fait quelque chose qui est pas public, qui est confidentiel, mais qui fait beaucoup pour... là, on est vraiment au cœur de ce qui m'a conduit à créer le CRSI. Ce sont des rencontres sur lesquelles on ne communique pas du tout, entre des acteurs de la sécurité, régaliens,
privés, parfois des journalistes, parfois des politiques. Souvent, c'est sous forme de petits déjeuners. Et ça crée de la transversalité. Ça permet à des gens qui, parfois, ne se parlent que dans des cadres institutionnels un peu contraints, de parler dans un cadre avec la règle de Chatham House. Ce qui se dit là ne se répète pas. Et j'ai vu, depuis toutes ces années, commencer à se créer des convergences observables à l'extérieur de gens qui s'étaient rencontrés au CRSI. Donc je suis là encore le double objectif avec renforcer dans un cadre confidentiel les réseaux sécurité et puis contribuer à la réflexion et au conseil publiquement. Ce sont les deux grandes vocations du CRSI. Et justement, le CRSI a été auditionné là, dans le cadre du livre blanc sur la sécurité intérieure. L'émission, elle s'appelle Continuum. On parle beaucoup de continuum de la sécurité. C'est quoi la vision du CRSI sur le continuum de sécurité? Qu'est-ce que vous avez dit lorsque vous avez été auditionné sur le livre blanc? Moi, j'ai une conviction chevillée au corps depuis extrêmement longtemps. Mais là, ça dépasse. C'est vrai, ça fait partie de ma personnalité. C'est que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, dans un pays comme la France, évidemment, il y a un pôle régalien très puissant, avec une tradition jacobine ancrée dans l'histoire. Mais en même temps, je pense que l'État ne peut pas tout et que face à la multiplication des menaces sur la sécurité, le citoyen doit aussi se prendre en main. Alors, ce n'est pas forcément le citoyen tout seul, ça peut être le citoyen à travers son activité dans le privé. Et je crois beaucoup, moi, j'ai milité d'ailleurs dans le Sursaut ou le chaos dont vous parlez, le livre écrit en 2015, j'étais pour une sécurité privée armée, évidemment dans un cadre responsable, avec des vérifications d'antécédents sur les gens qui rentrent. D'ailleurs, je pense que les destinataires naturels de ces fonctions, ce sont les anciens policiers, gendarmes et militaires. Donc, je pense qu'il n'y a pas de tabou à dire qu'il peut y avoir une continuité de la mission de sécurité pour des gens qui ne sont pas des professionnels régaliens. Un exemple très simple sur les sociétés de sécurité privée. Moi, je pense qu'il y a des cibles dures, notamment les points d'importance vitale, les zones Céveso et autres, qui aujourd'hui sont gardés par de la sécurité privée qui a une télesco, une gazeuse et un chien, avec 2 patrouilles de gendarmerie par jour. C'est de la folie. C'est-à-dire que si un commando un peu organisé observe quand la patrouille de gendarmerie est partie et rentre sur le site, c'est pas l'équipement actuel de la sécurité privée qui permettra de s'y opposer. Alors que si vous avez un groupe de combat d'anciens parachutistes au hasard qui sont habitués à utiliser ces matériels, qui gardent le site sera mieux défendu et le régalien n'aura plus besoin de venir, donc ça libérera des forces régaliennes pour d'autres tâches, puisque ce site sera protégé par des gens compétents. Oui, bon, on risque d'avoir quand même un problème entre guillemets, de ressources humaines. Tout le monde n'est pas ancien para, tout le monde n'est pas ancien policier, tout le monde n'est pas ancien militaire pour rentrer dans la sécurité privée. Oui. Puis on a un problème à la fois de formation, de recrutement, j'allais dire de coût. On ne paye pas effectivement un ancien para sur le coup, comme un agent de sécurité, quoi. Sur le coup, vous avez raison, je vais y revenir. Mais sur la main-d'œuvre, le besoin de main-d'œuvre, attention, je pense que ces missions extrêmement particulières de sécurité privée armée n'ont pas besoin d'être multipliées à l'infini. Je pense que c'est quoi? C'est les PIV, les points d'importance vitaux, je viens d'en parler, éventuellement des centres commerciaux importants, je crois que c'est bien aussi. Il peut y avoir de la protec privée, c'est des gardes du corps, mais là on parle de quelques dizaines, et puis c'est tout. C'est-à-dire que pour le reste, c'est pas un marché, c'est un marché de niche, hein. C'est un marché de niche, mais qui peut faire toute la différence sur un département ou sur un ressort où il n'y a pas beaucoup de police et de gendarmerie. Le coût, Sébastien, important. Parce que c'est quand il faut payer, plus personne ne veut payer. Et notamment, on parle souvent des donneurs d'ordre qui ne montrent pas l'exemple de l'État. C'est vrai. L'État tape souvent en disant que c'est inacceptable. On a souvent les discours des différents ministres de l'Intérieur qui disent qu'on doit aider la sécurité privée, mais l'État, dans ses marchés publics lui-même, ne montre pas l'exemple. Je suis d'accord avec vous. Il faut aller au bout de la logique. C'est une vraie révolution culturelle. Je pense que dans une période troublée, chacun, et là encore, je reviens à mon idée de départ, chacun doit participer. Et moi, ça ne me choquerait pas, alors je vais peut-être faire réagir, mais ça ne me choquerait pas que le surcoût de cette sécurité sur ces sites comme ça soit partagé entre le responsable de site et les assureurs. Parce que c'est leur intérêt à tous. Si vous avez une catastrophe, c'est toujours pareil, hein, les assurances et la sécurité, ça coûte, on n'a jamais envie de payer, et le jour où on se fait casser la gueule, on regrette de ne pas avoir fait des sports de combat. Donc c'est toujours la même chose. Mais là, on est entre adultes,
on est entre professionnels et on sait, parce que je ne suis pas le seul à le dire, que où qu'on regarde, on est face à une augmentation des risques. Donc il faut aller au bout de cette logique. Si on veut pouvoir continuer à avoir une activité économique dans des bonnes conditions, il faut aussi la protéger. Et je pense que la question des coûts n'est pas une question taboue. Vous avez effectivement, et sur les missions un peu, j'allais dire, régaliennes, au-delà de la surveillance des points, est-ce que vous, sur le continuum, est-ce que vous pensez que justement les sociétés de sécurité privée peuvent avoir un rôle? On parle effectivement de certaines gardes statiques, mais par exemple le convoyer effectivement des prisonniers, la surveillance de prisonniers de détenus dans les hôpitaux, tout ça. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Je pense que c'est l'étape d'après. Il faut y aller étape par étape. Dans l'absolu, ça ne me choque pas. On va se retrouver. Mais en fait, la question que vous posez, c'est une question qui est beaucoup plus taboue. C'est la question de savoir s'il ne faut pas faire des contrats à terme dans la fonction publique, parce que c'est aussi une autre manière de poser les choses. Moi, j'ai une autre idée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que dans un premier temps, sur la sécurité privée, peut-être qu'il faut aller d'abord sur les sites qui relèvent du privé. Par contre, pour aller dans votre sens, je pense qu'il faut renforcer, et c'est aussi une chose que j'ai proposée dans le cadre du livre blanc, il faut renforcer sur le modèle de ce qu'a fait la gendarmerie depuis quelques années et sur le modèle de ce que fait notamment l'armée de terre, il faut renforcer la réserve. Et je pense que la police, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec son directeur général, je pense que la police devrait renforcer sa réserve, avec une réserve opérationnelle, ce qui est vertueux à de multiples titres. D'abord, c'est une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre, une variable d'ajustement. Quand il n'y en a pas besoin, il n'y a pas de mission. Quand il n'y a pas de mission, ce sont des gens qu'on ne paye pas. Ensuite, c'est une main-d'œuvre qui est formée, standardisée, de gens qui sont compétents, qui sont profondément engagés, puisque c'est à s'engager dans la police ou dans la gendarmerie comme réserviste. C'est pas pareil que d'être dans une société privée en termes d'état d'esprit. Donc je pense qu'il y a là aussi un moyen de contribuer, de renforcer les capacités du régalien. Dans la gendarmerie, ça marche vraiment très bien. Vous êtes, pour renforcer d'un point de vue armement, les sociétés de sécurité privée, et j'allais dire, dans le continuum, il y a aussi le rôle du citoyen. On sait que vous souhaitez qu'il y ait davantage de personnes armées en France. Alors, vous parlez de la réserve, vous parlez des policiers et des gendarmes qui, après les attentats de 2015, ont pu rentrer chez eux avec leurs armes. Et quid du citoyen? Parce que je sais que vous avez des positions assez tranchées là-dessus. Alors, je regarde tout ce qui se passe dans le monde. Il y a un axiome de base, c'est que quand un agresseur pense qu'il y a un risque à agresser quelqu'un, il ne le fait pas, il change de cible. Les cibles durcies ont une chance par rapport aux cibles molles d'éviter l'action, puisque personne n'a envie. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Je ne pense pas que la France ait une culture pour qu'il y ait un port d'armes comme il peut y avoir dans certains États américains. Encore que le chiffre de port d'armes aux États-Unis, il est de 6%. Il y a un fantasme, etc. Bon. Mais par contre, ce que je pense, c'est que la sécurité est d'autant plus efficace, notamment contre les crimes et contre les attaques à main armée, quelle que soit leur motivation, qu'il y a un maillage de gens armés sur le territoire. Donc c'est des gens en uniforme, avec beaucoup de réservistes, qui sont des citoyens qui mettent 20 jours par an en uniforme, enfin ça reste des civils. On peut aussi avoir donc les policiers et les gendarmes armés hors service. Je suis pour, sous évidemment des réserves d'aptitude, on leur laisse leur arme jusqu'à la retraite, y compris après qu'ils aient quitté le service, c'est-à-dire qu'un policier qui prend sa retraite à 45 ans puisse conserver son arme jusqu'à 65 ans, comme par exemple dans certains États américains, compte tenu des compétences déjà acquises et qui ne se perdront pas. Et troisièmement, je suis pour... J'imagine avec formation, des tirs obligatoires tout au long de l'année, etc. J'essaie d'aller vite, mais évidemment totalement encadré. Et je vais même vous dire, tellement à ce point encadré, que je milite pour que ce soit encadré au sein d'une unité qui soit prise au sein de la garde nationale et qu'il soit une unité militaire pour le symbole et pour les règles qui vont avec. Mais pour aller au bout de la logique, je pense qu'il faut que donc ces anciens policiers et gendarmes puissent en faire partie. Et je pense également qu'il faut qu'il y ait une unité de réserve qui soit constituée de citoyens qui soient formés et qui aillent travailler en civil, en étant armés, quelques dizaines de milliers, partout sur le territoire, avec des systèmes de géolocalisation, de smartphones. Enfin, tout ça j'ai un projet qui est déjà assez abouti là-dessus. Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps pour que le politique s'y habitue. Mais vous savez, on me dit, oui, mais t'es fou, les citoyens armés, etc. Mais vous savez qu'à l'attentat de la gare Saint-Charles à Marseille en octobre 2017, où un islamiste a égorgé atrocement deux jeunes Françaises, il a été tué par un légionnaire, on a dit, c'est formidable, la Légion de l'opération Sentinelle. C'était un citoyen qui était sur sa première ou deuxième sortie comme réserviste. Donc c'était quelqu'un qui avait moins de 30 jours d'armée derrière lui.
Alors il va me dire oui, mais il était en uniforme. Mais oui, mais si vous avez une unité militaire de gens qui travaillent en civil, ce sera exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'un uniforme, il aura eu un costard. Dans le continuum, on parle beaucoup aussi des directeurs sûreté, sécurité des grands groupes en particulier. Et on sent, quand on discute avec eux, depuis quasiment toujours, une sorte de malaise. Ils ont du mal à trouver leur place à la fois au sein de leur entreprise. Ils ne sont pas forcément bien positionnés dans la direction générale. Alors qu'ils ont un rôle évidemment accru. Et on sent qu'effectivement la société est en tension. Les risques sont nombreux et importants. La crise du Covid a montré aussi que les directeurs sûreté-sécurité avaient un rôle primordial à jouer. Vous en pensez quoi justement sur les rôles des directeurs sûreté-sécurité ? Votre question, elle est intéressante, elle est même fondamentale. On est dans une société qui sent bien que, à la fois, c'est une société de temps de paix, d'un pays développé, béni des dieux, etc., et en même temps qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner vinaigre. Et donc, on a ces deux forces contradictoires qui s'affrontent, mais partout, et notamment au sein des sociétés, où on se dit d'un côté, nous, on est là pour faire du business, donc on fait de la R&D, du développement du droit, etc., et les directeurs sécurité, en fin de compte, pourquoi est-ce c'est un mal nécessaire, mais en a-t-on vraiment besoin ? Et puis, en même temps, on a des menaces sur l'activité qui dépassent de plus en plus les menaces traditionnelles, et il faut intégrer ce drôle de bonhomme qui est celui que vous venez de décrire, avec une acculturation qui est d'autant moins facile que souvent, ce sont des professionnels qui viennent du monde de la sécurité au sens premier du terme, qu'ils soient fonctionnaires, militaires, etc. Donc c'est un peu le choc des cultures et le choc des besoins, mais aujourd'hui tout le monde a bien compris quand même que c'était indispensable. Et pour ceux qui n'ont pas encore bien compris les risques auxquels les uns et les autres nous exposons, je pense malheureusement qu'il y aura des occasions pédagogiques de le découvrir dans les mois qui viennent. Est-ce que vous avez dit des choses par rapport au livre blanc, justement sur la question du positionnement des directeurs sûreté-sécurité ? Non, alors on n'est pas rentré à ce degré de détail, mais par contre j'ai fait un long développement, et puis dans les propositions écrites qui sont synthétisées sur 10 pages et qu'on peut trouver sur le site du CRSI, on insiste beaucoup sur l'importance d'étendre les missions régaliennes. Alors on a la police municipale aussi, on n'en a pas parlé, mais c'était évidemment dans mon esprit, dans le dispositif. Donc étendre à la sécurité privée des missions qui dégageraient le régalien, et surtout cette philosophie que j'exposais au début du propos sur le fait que la sécurité, c'est vraiment pas seulement, et ça n'est plus seulement l'affaire du régalien, c'est l'affaire de tous. Je prends toujours cette image très simple. Si un de vos proches fait un malaise cardiaque, vous allez appeler le SAMU, mais avant que le SAMU n'arrive, vous allez faire de l'exercice illégal de la médecine, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire un massage cardiaque. Personne ne vous en voudra, mais si vous ne le faites pas, votre proche va mourir. Le SAMU va mettre 15 minutes pour arriver, il faut faire quelque chose pendant ces 15 minutes. La sécurité, c'est pareil. Le régalien peut beaucoup, mais ne peut pas tout. Et s'il y a un problème de sécurité et que le régalien n'est pas là pour le régler, il faut que quelqu'un prenne la relève avant que le régalien arrive, quelqu'un qui est déjà sur zone. Donc autant avoir sur zone des gens déjà formés. Et l'allégorie sur les gestes de premier secours n'est pas complètement innocente, parce que j'ai aussi proposé, parce que je pense que ça fait partie du continuum, qu'il y ait une formation massive de tous les jeunes Français aux gestes qui sauvent. Manuel Valls en avait fait une priorité en 2016, qui était l'année du secourisme, mais je pense qu'il faut aller plus loin et subordonner par exemple l'obtention du permis de conduire à la maîtrise de ces gestes qui peuvent sauver avant tout sur les accidents, etc., et créer de la fraternité. Beau résumé de ce que peut être ou ce que serait le continuum de sécurité. Merci Thibaut de Montbrial. Merci Sébastien Pietrasanta, c'était un plaisir. Toran France a été heureux de vous présenter Continuum.